En prenant comme sujet l'Antiquité romaine dans le manga, j'ai bien conscience de rapprocher deux univers a priori assez incompatibles, à la fois par la distance géographique et aussi bien sûr par la distance temporelle. Et pourtant, l'Antiquité romaine, j'espère pouvoir en persuader, a une importance réelle dans l'univers du manga. Cette bande dessinée nippone, qui se vend beaucoup mieux que toutes les bandes dessinées actuelles, comme le faisait déjà remarquer il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années, Jean-Marie Bouissou, dans un article intitulé « Pourquoi aimons-nous le manga ?» Une bande dessinée nippone donc, qui a conquis le monde. Pour ceux qui s'y intéressent, le manga One Piece, qui se situe dans les océans, une quête du trésor, se vend systématiquement à plus de 3 millions d'exemplaires le numéro. Donc il s'agit bien d'un marché, de quelque chose d'extrêmement commercial, d'extrêmement segmenté aussi, avec des mangas Komodo qui s'intéressent aux jeunes enfants, des mangas shonen qui s'intéressent aux adolescents, shoujo qui s'intéressent aux adolescentes, seinen qui s'intéressent aux jeunes gens, etc. etc. Et c'est précisément dans ce créneau des mangas seinen ou shonen qu'on voit apparaître des sujets antiques. Des bandes dessinées japonaises, comme je l'ai dit, qui prennent le nom de manga, qui ont une esthétique assez différente de la bande dessinée francophone ou occidentale de manière générale, puisque non seulement on les lit par la fin, à la japonaise, mais en général aussi, alors que les couvertures sont en couleur, la BD est entièrement en noir et blanc, multiplie les cases, les bulles qui prennent toutes les formes possibles, petites, grandes, obliques, etc. Donc il y a un effet extrêmement animé en quelque sorte de ces mangas. Et d'où viennent-ils? C'est la première question qu'on peut se poser. En fait, si on s'y intéresse, le manga a évidemment une très longue histoire. Celui qui a le plus popularisé avant l'explosion du manga en tant que bande dessinée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est le grand peintre de Stamp Hokusai, qui publie à partir de 1814 jusqu'à sa mort en 1849 des albums intitulés La manga. Alors la manga, en fait, ce sont deux idéogrammes japonais. Ga qui signifie le dessin, tout type de dessin, peinture, estampe, dessin tout simplement. Et man qui en japonais signifie quelque chose de divertissant ou bien sans but, voire caricature. D'ailleurs, ça pourra prendre ce sens-là. Mais ce n'est pas le sens que revêtent les dessins qui orne, qui part en quelque sorte les 15 albums de manga d'Hokusai, qui rencontrent immédiatement un succès fulgurant et qui s'intéresse véritablement à tout, qui s'intéresse aussi bien, comme vous le voyez, au mont Fuji, évidemment au Japon c'est un incontournable déjà à l'époque, qu'aux barbares des autres contrées, vous voyez toutes ces petites représentations, ou bien qu'à un proverbe qui est très connu, c'est-à-dire les aveugles qui palpent un éléphant et qui, au sortir de cette palpation, ont chacun un avis définitif sur la vérité de cet animal, objet étrange qu'ils ont palpé. Et évidemment, le proverbe renvoie à l'idée que toute vérité est souvent partielle et qu'il faut confronter plusieurs points de vue. Mais il y a aussi, et je vous invite à aller voir les albums d'ailleurs de la manga qui sont sur le site de la BNF, vraiment un excellent livre, eh bien vous avez aussi des arbres, des insectes, des monuments, des conseils d'architecture, etc., etc. Une véritable encyclopédie presque animée en quelque sorte parce qu'on n'est pas encore dans un système de vignettes narratives, mais qui, comme je l'ai dit, rencontre un succès évident à la fois au Japon et ailleurs. C'est-à-dire que l'Europe en a aussi très tôt connaissance, s'en sert dans ses académies de peinture et même à la fin dans la deuxième moitié du XXe siècle, quelqu'un comme Gustave Moreau s'en inspire beaucoup et fait en sorte que ses élèves, dans son atelier, s'en inspirent également. Donc on est évidemment dans la vogue du japonisme en France, mais vous voyez que c'est un système d'influence et d'influence réciproque qui se met en place très tôt et qui ne va pas s'arrêter. Pour la petite histoire du manga, évidemment, au début du XXe siècle, c'est tout l'essor aussi des comics américains qui imposent aux Japonais qui en souffrent un peu de lire dans un sens inverse des leurs, mais on a à ce moment-là une dimension du manga qui commence à apparaître un peu en périodique et qui est plutôt satirique.
dans les années 30, le manga paraît, enfin des mangas, des vignettes animées paraissent, l'ancêtre de la bande dessinée, paraissent dans les journaux de l'époque, mais très vite, avec la guerre sino-japonaise, on voit que les journaux se mettent au pas en quelque sorte du gouvernement japonais et les dessins de manga suivent cette direction. En fait, le véritable décollage, si je m'exprimer ainsi, du manga, on le doit à quelqu'un qui a été qualifié de dieu vivant ou de dieu du manga, c'est le Walt Disney nippon si vous voulez, qui est Osamu Tezuka, que vous voyez sur la photo, et qui est un personnage tout à fait intéressant, très complexe. Walt Disney, évidemment, parce que non seulement il a dessiné, non seulement il a inventé des scénarios, mais il a eu aussi des studios d'animé, c'est-à-dire de dessin animé, animé au Japon. Il était médecin de formation et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il va porter un message tout à fait humaniste dans une civilisation qui subit encore le traumatisme et la catastrophe en fait d'Hiroshima et de Nagasaki. Et le personnage tout à fait emblématique que vous voyez là sur votre écran, c'est Astro Boy, son petit robot. Donc cette croyance qu'on a et que le Japon va avoir pendant très longtemps en un futur un peu technologique qui pourra être sauvé par la technologie, y compris pour l'écologie. On retrouve ça d'ailleurs aussi dans les films de Hayao Miyazaki, Nausicaa ou La Vallée du Vent et tant d'autres également. Mais Osamu Tezuka vraiment s'y intéresse, de même qu'il s'intéresse à tout. Vous avez vu passer sur la diapositive d'Osamu Tezuka une petite vignette, Les Trois Adolphes. En fait, c'est l'histoire de trois personnages qui se prénomment Adolphe en relation évidemment avec Adolf Hitler. Alors l'intrigue, je ne vous la raconterai pas, ça n'est pas le lieu ici, mais c'est aussi une réflexion sur la transmission du mal, sur ce mystère du mal et sur les valeurs qui peuvent animer à la fois les individus et une civilisation. Et voilà, le dieu du manga, Osamu Tezuka, parce que son succès à lui est colossal. Plus rien à voir avec Hokusai, on est désormais effectivement, véritablement dans une bande dessinée et dans des dessins animés, le tout en général fonctionne ensemble, hein, il faut bien le dire. Et même si Osamu Tezuka s'intéresse à tout et fait appel de temps à autre à de la mythologie grecque, Apollon par exemple, il faut en fait attendre plutôt les années 70, donc vers la deuxième moitié du XXe siècle, pour voir apparaître véritablement des mangas qui s'intéressent à l'Antiquité, Antiquité persane, Antiquité grecque ou Antiquité romaine. Et plus précisément pour l'Antiquité romaine, à la fin des années, à la fin pardon, du XXe siècle. Alors on peut penser d'ailleurs que le premier manga à sujet romain, c'est un manga qui n'a pas été traduit en français, mais qu'on trouve assez facilement, qu'on trouve très facilement sur plusieurs sites en accès libre sur le net, traduit en anglais, Waga Nawa Nero, c'est-à-dire mon nom est Néron. Hein. My name is Nero. Alors vous voyez ici l'illustration du premier volume, le jeune Néron, parce qu'en fait l'auteur s'intéresse à Néron qui accède au trône comme le dit Tacite, hein, parce que globalement c'est bien Tacite qui est suivi. Néron accède au trône alors qu'il est encore tout juste un adolescent, donc c'est ce que vous voyez bien, et peu à peu va sombrer dans la folie. Ceci étant, si vous allez le lire, et pourquoi pas, ça fait 15 volumes tout de même, les mangas sont en général très longs, pardon, et fidélisent d'ailleurs un public en faisant paraître rapidement, très rapidement, beaucoup plus à des cadences qui n'ont rien à voir avec celles auxquelles nous sommes habitués en Occident, c'est bien plus rapide, des volumes les uns après les autres. Et donc on suit en fait Néron qui, de jeune, s'imaginant artiste, vous le voyez là avec une lyre entre les mains, c'est ce qu'on sait d'ailleurs, hein, il aimait se produire, ce qui est tout à fait pour une mentalité romaine scandaleux qu'un empereur se produise comme un artiste, mais bon, le jeune Néron qui
se veut artiste, qui accède au pouvoir malgré lui et qui va sombrer dans la folie, dans une folie de sang, dans des orgies de sexe. C'est très gore, c'est ce qui est mis en avant d'ailleurs sur les sites, on vous met gore, sexual explicit, etc., etc. Parce que de toute manière, il faut le savoir aussi, ces avertissements-là, bien sûr, ils sont réels, ils ont lieu d'être, mais ils sont peut-être plus à l'usage d'un public occidental que d'un public japonais, parce que le manga n'a rien d'édulcoré. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais montrer des réalités que nous considérons comme dérangeantes ou politiquement incorrectes, de moins en moins avec les images de plus en plus présentes que nous voyons, il faut bien dire, mais le manga n'a jamais eu, si vous voulez, d'inhibition par rapport à la violence ou par rapport au sexe. Et en revanche, comme il segmente aussi ses marchés, évidemment, on ne met pas la même chose entre toutes les mains. Alors très rapidement, parce que je ne vais pas évidemment pouvoir passer en revue tous les mangas à sujet antique, à sujet romain même plus précisément, Rome a fait son apparition un peu plus tardivement que la Grèce comme objet possible pour le manga, dans un marché qui cherche évidemment aussi à se renouveler, à se diversifier, mais il n'empêche, vous allez voir, il y a des constantes. Alors ces constantes, c'est à la fois l'histoire romaine, c'est d'abord l'histoire romaine, d'ailleurs on voit bien avec mon nom et Néron. C'est aussi quelque chose qui est à l'intersection de la civilisation japonaise et de la civilisation romaine, avec des mangas qui sont consacrés au jeu de l'arène, que ce soit le manga Virtus, qui a été aussi traduit, que vous voyez à l'écran, qui a été aussi traduit comme le sang des gladiateurs. Vous voyez cette image d'ailleurs tout à fait terrifiante, avec ce visage absolument ensanglanté, hein, et qui s'arrête un peu abruptement au bout de 5 volumes. Voilà. Peut-être parce que, malgré tout, ça n'a pas rencontré le succès auquel on pouvait s'attendre. Très souvent, les mangas apparaissent d'abord dans des revues. Donc ça, c'est en fait un voyage temporel qui est l'inverse d'un autre voyage temporel que je vais vous décrire tout à l'heure, parce que Virtus, c'est le courage viril évidemment, et ce sont les jeux de l'arène. Je vous rappelle que les Japonais voient aussi des combattants s'affronter de manière rituelle, et donc pour eux, c'est assez normal. C'est en ça que je disais que c'est à l'intersection de la civilisation japonaise et de la civilisation romaine, mais là, vous avez une sorcière qui se demande comment restaurer l'antique Virtus de Rome, alors que la civilisation est en train de sombrer dans la débauche et dans des jeux de plus en plus sanglants. Et du coup, au prisme d'un décalage temporaire, la sorcière va pouvoir aller chercher un valeureux guerrier japonais et le ramener dans la Rome antique. Et donc ce sont ces aventures qui sont décrites, hein, et comment justement il va pouvoir incarner d'une certaine manière, malgré lui, ce courage qui échappe à ce moment-là aux Romains. Autre manga qui va dans le même sens, Bestiarius, et là aussi vous le voyez à l'écran, c'est complètement différent parce qu'on est aussi le bestiaire, donc c'est bien les jeux. C'est en revanche quelque chose qui est un peu différent parce qu'on est plutôt dans l'univers de la fantaisie que véritablement dans la Rome antique, avec cette licorne que vous voyez. Donc ce sont des monstres, ce sont des dragons qui combattent dans l'arène. Mais pour prendre des sujets un peu plus historiques, véritablement historiques, eh bien ça va peut-être vous surprendre parce que personne n'y avait songé en France. Je m'intéresserai à un autre manga qui a eu un succès absolument colossal, y compris au Japon, et qui s'intitule Thermae Romae, les thermes de Rome. Alors a priori c'est un sujet extrêmement trivial puisqu'il s'agit des bains de Rome, de Rome comme civilisation des bains, de même qu'il y a les fameux bains japonais. 6 volumes à travers lesquels on suit les aventures d'un architecte qui, il faut bien le dire, est un peu un architecte raté,
Sous l'empereur Adrien, en tout cas, il a raté son mariage. Bon, ça arrive, on divorce souvent dans la Rome antique. Mais il est aussi en train de rater, ce qui est quand même plus grave, sa carrière d'architecte. Et au prix d'une faille temporelle qui le projette dans un ailleurs qu'il ne connaît absolument pas, mais que le lecteur reconnaît évidemment, il se retrouve à plusieurs reprises dans le Japon de 2009. Et quand il revient évidemment dans sa civilisation, il va pouvoir proposer des adaptations qui à chaque fois rencontrent un succès mérité. Donc il y a énormément de clins d'œil, vous voyez, on est dans un univers fantaisiste, mais bien observé malgré tout. Et du coup, Lucius Modestus va gagner non seulement l'estime de ses contemporains, parce qu'il va proposer des douchettes, parce qu'il va proposer des capuches pour pouvoir se protéger les cheveux, parce qu'il va proposer de civiliser en quelque sorte les termes romains en mettant non pas des consignes écrites que tout le monde ne comprend pas dans une Rome qui à l'époque est une Rome et depuis déjà quelque temps très cosmopolite, mais quand on met des dessins, tout le monde peut le comprendre, et même les barbares germaniques, du coup, se trouvent convaincus d'observer des règles de bienséance et parfaitement intégrées dans l'Empire romain, dans ce monde multiculturel qu'est l'Empire romain. Et au bout de 6 volumes, eh bien, Lucius Modestus aura même remporté l'amour parce qu'une jeune japonaise, archéologue japonaise qu'il a rencontrée, va le rejoindre dans l'Antiquité et fonder une famille avec lui. Je vous ai dit que c'était un succès colossal. Il y a eu plusieurs dessins animés, il y a même eu un film d'animation. Et même en France, ça a été un grand succès, même si ce ne sont pas du tout les mêmes proportions, 20 000, mais quand même, 20 000 exemplaires pour chacun des 6 volumes, sans compter les dessins animés. Le dernier en date de 2022 sur Netflix. Et c'est un manga, de Mari Yamazaki avec comme dessinateur Tori Miki. J'en parle maintenant parce que la paire va à nouveau intervenir pour un autre manga. Donc ici, vous voyez, on est dans de l'histoire romaine, mais pas du tout dans l'histoire événementielle. On est dans de la vie quotidienne, dans un trait de civilisation qui est exploré et qui est exploré au prisme du décalage avec le Japon, bien entendu, mais il n'empêche qu'il y a toute une réflexion derrière sur ce que peuvent apporter les bains, en plus d'un simple confort matériel et bien entendu de l'hygiène. Autre manga quasi concomitant, et cette fois-ci c'est un manga parfaitement historique, le manga Ad Astra, 13 volumes. C'était le premier manga de Miyashi Kagano. Et là, il s'agit en fait de la Deuxième Guerre punique. Donc ça se passe non pas sous la Rome impériale, mais sous la Rome républicaine, avec l'affrontement entre deux empires, Rome et Carthage, empire incarné en quelque sorte par d'un côté Hannibal pour les Carthaginois et de l'autre le jeune Scipion, et je vais avoir l'occasion d'y revenir. Donc là, il s'agit de quelque chose qui non seulement prend appui sur l'histoire de Rome, qui a été extrêmement en difficulté pendant toute une partie de la Deuxième Guerre punique. Hannibal a bien failli l'emporter, et c'est seulement en 202 que Scipion prend le dessus à la bataille de Zama, qui mettra fin en fait à la Deuxième Guerre punique. Mais c'est extrêmement documenté, c'est documenté par Tite-Live, que l'auteur a lu et qu'il discute. C'est documenté aussi par Plutarque, par exemple, dans ses vies des hommes illustres. Et tout cela, ça a été lu aussi par l'auteur qui a dû procéder, et j'en parlerai tout à l'heure, à une sélection, évidemment, pour pouvoir condenser, parce qu'il même en 13 volumes, il s'agit d'une forte condensation, condenser l'histoire romaine. Donc, et c'est ça qui m'intéressera, en procédant à cette condensation, il a procédé aussi à des choix, et ces choix sont significatifs. De la même façon, Mari Yamazaki, encore elle, et Tori Miki, encore lui, la même paire que pour Thermae Romae, a procédé aussi à des choix, des formes de condensation dans le manga Pline, qui retrace une partie de la vie de Pline l'Ancien, dit le naturaliste, en fait l'ancêtre en quelque sorte des encyclopédistes. D'ailleurs, Diderot l'admirait beaucoup, qui a écrit une Historia Naturalis, une enquête sur la nature, en 37
volumes. Et en fait, il a écrit une centaine de volumes, mais il ne nous reste que cette histoire naturelle, donc que ces 37 volumes. Sur la vie de Pline lui-même, nous ne connaissons pas grand-chose. Nous savons qu'il a été officier, qu'il a été, pour employer une expression qui est un peu anachronique, un haut fonctionnaire de l'Empire romain, en retrait sous Néron, mais très ami du successeur de Néron, Vespasien, donc très proche du pouvoir. Alors là, évidemment, il s'agit d'un manga différent parce que oui, il a fallu à nouveau condenser l'histoire naturelle, il a fallu animer un peu cette histoire naturelle qui est, encore une fois, l'ancêtre d'une encyclopédie, donc pas du tout une aventure de manga. Et Mari Yamazaki et Tori Miki imaginent que sous Néron, Pline, qui, je vous l'ai dit, de toute manière, on le sait, était en retrait, c'est aussi l'oncle de quelqu'un qui est peut-être plus connu, ou aussi connu que lui, qui est Pline le Jeune, hein, qui a raconté sa mort dans l'éruption de Pompéi. Eh bien, Pline, du coup, s'exile en quelque sorte, ou en tout cas se tient prudemment à distance de Néron et parcourt l'Empire romain avec quelques acolytes, ce qui est une façon de parcourir les